Lundi, bon sang de bonsoir cinéma, donc c'est la reprise. Et je dis reprise parce que ça me fait penser à une phrase d'un philosophe qui dit quand il y a reprise, il y a trou. Voilà, c'est parce qu'il y a un trou qu'on peut faire une reprise. Bon, nos vies sont trouées pour toute une série de raisons, mais ça ne nous empêchera pas pour autant de repriser nos existences, y compris quand elles sont trouées. Ce philosophe, c'est Frédéric Néra, c'est lui qui a eu l'idée du titre. Au départ, avec Nicolas Klotz, on était parti sur cette idée d'appeler ça Bonsoir Cinéma. Lundi, bonsoir cinéma. Lundi, bonsoir cinéma. On avait aussi en tête le magnifique livre de Jean Epstein qui s'appelle Bonjour Cinéma. Donc quelque chose de déclaratif, d'affirmatif. Et puis Frédéric nous a dit lundi, bonsoir cinéma. On s'est dit, voilà, ça sera le titre de nos émissions. La première, on l'a inaugurée avec Marie-Josée Monzin. La suivante, avec notre ami cinéaste libanais Hassan Salhab. Et puis désormais, donc, avec Frédéric Néra. Vous avez Nicolas, Elisabeth en cinéma et Frédéric, beaucoup d'amitié. On pourrait dire d'une certaine manière que votre cinéma, les films que vous faites avec Elisabeth depuis maintenant quelques années, ont beaucoup d'amitié pour la philosophie, beaucoup d'amitié pour la pensée, quelle que soit sa forme d'expression, les autres arts, le cinéma évidemment, mais aussi la philosophie. La philosophie est dans votre cinéma, elle n'est pas convoquée d'ailleurs comme une espèce d'instance de légitimation, mais au contraire comme une amitié à partir de laquelle vous continuez à penser, ou vous organisez vos façons de penser, vos exercices de pensée avec vos films, avec la matière cinématographique qui est la vôtre, par rapport aux problèmes que vous vous posez. Mais la philosophie est dans vos films. Hein. Elle est dans vos films par des citations, mais elle est aussi dans vos films par des figures ou par des corps. Vous avez filmé, vous avez fait 2 portraits philosophiques, je trouve très très beaux, qui ont été montrés à l'occasion de la rétrospective que vous aviez faite au centre Pompidou, à Beaubourg, il y a 3-4 ans maintenant. Un portrait de Jean-Luc Nancy, au sujet de qui, Frédéric, tu as écrit un livre qui s'appelle Le communisme existentiel aux éditions Ligne. Puis un portrait aussi de Bernard Stiegler, une espèce de chant contre chant comme ça, où, pour se le dire entre nous, Jean-Luc Nancy c'est un peu John Ford, et Bernard Stiegler c'est un peu plus Howard Hawks. C'est pas les mêmes vitesses, c'est pas les mêmes intensités, c'est pas les mêmes problèmes. Frédéric, il est aussi présent dans un de vos films que vous avez donc réalisé avec Elisabeth, qui s'appelle Low Life. Dans Low Life, on voit Frédéric. Et il n'est pas là comme un philosophe d'ailleurs. Il est là comme un ami. Il est là comme quelqu'un qui participe à une soirée, qui est en fait une fête que se donnent des militants qui, à Lyon, sont engagés dans une série de causes, et notamment la cause des nomades, des migrants, des parias. Et il est là et il discute avec ses amis. Comment s'est fait votre rencontre avec Frédéric? Et puis aussi, cette question de la philosophie, comment vous avez besoin, vous, comme cinéaste, de la philosophie? Au sens aussi où, pour apporter un propos que tu me redis souvent, ou que tu nous redis souvent avec Alexia, c'est les philosophes aujourd'hui, pour moi, c'est peut-être les meilleurs cinéastes. C'est ceux qui m'inspirent le plus. C'est les cinéastes qui m'inspireraient le plus. Ben, ni Elisabeth ni moi n'ont de formation, enfin on n'a pas fait d'études universitaires, on n'est pas du tout philosophe, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose chez certains philosophes qui produisent des visions, qui détraquent le langage quotidien, qui ouvrent des espaces et qui nous poussent à faire du cinéma d'une certaine manière, quoi. C'est vrai que la découverte d'Agamben, par exemple, ou de Nancy, a transformé notre manière de travailler, quoi. Et c'est pas du tout parce que ce sont des choses, comment dire, universitaires. C'est juste qu'il y a des déflagrations comme ça qui fait qu'on peut pas voir le monde comme on le voyait, qui transforment la vision du monde et qu'on a l'impression que du coup ils ouvrent le terrain, quoi. Ils ouvrent quelque chose par rapport à l'avenir que le cinéma contemporain a fermé. Et c'est des déflagrations, ouais, comme ça. Et ce qui était curieux avec Frédéric, c'est que nous, enfin, je sais pas, moi j'avais une tendance, j'allais chercher à la Fnac des bouquins, j'allais les rayons philosophie. Ça venait aussi beaucoup de Didier Georges Gabilly, qui est un homme de théâtre qui a écrit sur Agamben. Donc
comme on allait beaucoup au théâtre et qu'on voyait, on voyait comme ça comment des philosophes entraient dans la question du théâtre pour transformer les formes. Un peu comme Joy Division, on en parlait l'autre jour, quoi, parce qu'il y a quelque chose de très rock, quoi, dans la philosophie. C'est pas du tout une chose, comment dire, c'est concret, la philosophie. ouais, Et ses affects, quoi. Voilà, c'est ça. Donc moi, j'ai vu Instruction pour une prise d'âme. Je crois que c'est un livre de Frédéric Nérat. Je ne savais pas qui c'était. Je sors et puis je commence à lire. Et c'est autour d'Artaud et des sorts que Artaud lançait contre des hommes d'État, contre des ennemis, etc. Et les sorts étaient extraordinaires, extrêmement passionnants. Et comme Low Life est un film sur l'envoûtement, et sur notamment, par exemple, un rapport entre les OQTF, qui sont les obligations à quitter le territoire français, que nous, on appelait des sorts, enfin, même des forces de mort. Des arrêts de mort. Des arrêts de mort, quoi, que les migrants les appellent comme ça, les arrêts de mort. Enfin, j'ai reçu mon arrêt de mort et tout. On voyait dans le livre de Frédéric des tas de rapprochements avec ça. En fait, le titre exact, c'est Instruction pour une prise d'âme ou l'envoûtement occidental, il me semble. Donc cette idée d'envoûtement, parce que le film tourne autour de ça. Du coup, je ne sais plus même comment on a réussi à te contacter, mais par quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui... Moi, je m'attendais à voir un vieux monsieur ou un truc comme ça, et je vois un jeune gars, quoi, avec qui on a immédiatement sympathisé, parce qu'il y a cette manière très directe de parler. Et qui ne s'encombre d'aucun format, comment dire, dominant, quoi, une espèce d'intellectualité comme ça. C'était direct, c'était comme. Et l'énergie a été tellement forte que du coup, on a commencé à discuter, se voir, et puis depuis, ça fait une quinzaine d'années, on s'écrit beaucoup, on se parle beaucoup, on se voit beaucoup. Moi, je lis beaucoup ce qu'écrit Frédéric, autant ce qu'il écrit dans ses livres que aussi ses mails qui sont assez formidables. C'est de plus en plus énigmatique et elliptique. Il y a 4 phrases, et puis du coup... C'est un peu des écus. Ouais, mais c'est des décharges d'énergie, quoi. Et on a tellement besoin d'entendre des choses, de lire des choses, de voir. C'est des images, en fait. Godard disait, parce qu'on souvent on parle de Godard ici, mais Godard disait que les grands compositeurs, entre guillemets, les grands compositeurs du 19e siècle sont devenus les cinéastes du 20e siècle. Et moi, quelque part, j'ai le sentiment que les philosophes du 21e siècle, 20e siècle, 21e siècle, sont devenus des cinéastes. Et que donc ils sont devant nous dans la liberté qu'ils ont pour inventer un langage, pour décrire le monde dans lequel on arrive, parce que c'est un monde dans lequel, enfin, ça se constitue comme ça. Est-ce qu'il vient de l'avenir? Je ne sais pas. Est-ce qu'il vient pour moi, il y a quelque chose de la science-fiction dans le travail de Frédéric. D'ailleurs, on en parle souvent de la science-fiction, donc c'est de la poésie, c'est des films, quoi. Tu vois, quand tu as commencé à parler là, de cinéma, de philosophie, tu as commencé par dire que tu n'avais pas de formation, ni toi ni Elisabeth, de formation philosophique. J'ai aucune formation en termes de cinéma. Et donc, tu vois, on s'est rencontrés à partir de notre non-savoir. Il y a un non-savoir originaire qui fait que justement quelque chose peut communiquer entre philosophie, disons, et cinéma. Et moi, la rencontre qui s'est faite quand on a commencé à parler, tous les trois, avec toi, avec Elisabeth, ça a été pour moi, ça a bouleversé mon rapport au cinéma. Parce que c'est avec vous, avec toi, Elisabeth, que j'ai rencontré l'idée, enfin, pas l'idée, la forme concrète, la pratique d'un cinéma qui sort toujours de lui-même, en fait. Et comme moi, de mon côté, je cherchais une pensée qui pourrait toujours sortir d'elle-même, au fond, on s'est rencontrés en dehors de nous-mêmes, quoi. C'est par toi, Nicolas, Elisabeth, que je comprends que le cinéma a lieu en dehors du cinéma. De même que je pensais que la philosophie avait lieu en dehors de la philosophie. Et le cinéma qui a lieu en dehors du cinéma
ça m'a donné aussi des idées pour parler du cinéma sans parler comme un critique. Ce que je n'avais pas eu du tout envie de faire de toute façon. Je n'avais pas la connaissance, j'ai pas de connaissance de toute façon encyclopédique, ni du cinéma, ni de rien. Et donc, à chaque fois, finalement, qu'il m'est arrivé de parler d'un film, d'écrire sur un film, j'ai écrit plusieurs textes sur vos films, à chaque fois, il s'agissait de partir de rien, c'est-à-dire de partir de rien au sens de partir d'une rencontre et de quelque chose, d'un objet absolument singulier, par lequel je pouvais retrouver des éléments du cinéma, de son histoire, par lequel une mémoire pouvait s'éveiller, mais cet éveil de l'histoire du cinéma est quelque chose qui, pour moi, se révèle à chaque fois qu'il s'agit de penser le cinéma. Et quand je fais ça, je ne peux pas rester dans quelque chose qui serait une discipline philosophique, parce que ça serait une trahison et du cinéma et de la philosophie. Donc c'est comme si à chaque fois, pour parler d'un film, il me fallait réinventer un espace conceptuel. Et pour réinventer un espace conceptuel, il faut se rappeler que la philosophie, qu'un concept, pour reprendre une formule de Nietzsche, c'est toujours un résidu de métaphore. Et donc travailler sur le rapport ou le non-rapport entre métaphore et concept, c'est se donner la chance et aussi la possibilité d'un échec d'inventer quelque chose, d'inventer une expression. Hein. Et que donc que la rencontre finalement ait lieu. Et pour qu'une rencontre ait lieu, on le sait bien, au moins depuis Bataille, mais finalement depuis Platon aussi, il faut être hors de soi. Il faut une forme de folie, de mania en fait. Une folie raisonnée aussi, là on pourrait dire ça avec Rimbaud. Mais en tout cas, être hors de soi, c'est la condition même de possibilité de la rencontre. Et quand tu dis hors de soi, tu reviens vraiment au sens très profond du terme d'existence. Oui. C'est-à-dire une espèce de stabilité qui a à voir avec la stance, et puis le ex qui fait qu'il y a une sortie. Et du coup, je vois aussi, de là où on est avec Alexia, c'est-à-dire comme spectatrice, spectateur, lectrice et lecteur, comment les affinités ont pu faire rencontre à partir de cette question justement du dehors et du déplacement en fait d'une certaine manière que le dehors engage. C'est-à-dire vous, comme philosophe, d'ailleurs c'est des affinités profondes, comme philosophe et comme cinéaste, vous vous déplacez. C'est-à-dire vous savez que le dehors existe. Vous... Non, mais c'est pas partagé en fait par tout le monde. C'est juste pas partagé par tout le monde. En fait, c'est même une position minoritaire, très minoritaire, de savoir que le dehors existe. Le dehors, c'est pas simplement ce qu'il y a à l'extérieur de sa maison. On fait des films pour aller dehors, quoi. Mais vous faites des films pour sortir de votre maison. Quoi. Ouais, et c'est pour ça d'ailleurs que votre film est totalement immunisé contre tout oedipianisme ou tout familialisme. Enfin, ça nous a toujours fasciné. Il n'y a pas ces questions-là, quoi. C'est-à-dire, il y a le monde. C'est-à-dire quelque chose qui est vraiment plié à l'intérieur de vos organes, hein, et qui vous montre à chaque fois qu'il y a une voie de sortie, qui a à voir aussi avec votre propre exil, y compris dans ce qu'on appelle le cinéma français. Voilà. Mais les textes de Frédéric, on parlait d'arrêt de mort par rapport aux OQTF, mais c'est le contraire. Les textes de Frédéric sont des pulsions de vie, et donc on les garde pendant des années. Même 5 phrases qui vont rester là comme ça, et qui vont... Donc ça c'est des armes avec lesquelles on avance, quoi. C'est précieux, c'est vraiment précieux. Je crois que, je sais pas, je me souviens une production où on travaillait, c'était film de Losange sur le life, etc. Et dès qu'on commençait à parler de philosophie, etc., ils comprenaient, ils voyaient toujours, ils avaient toujours le sentiment que c'était un vieux truc qui traînait, qui avait... Bon, ouais, non, c'est pas... Alors quand on disait, non, c'est de la... C'est affreux. C'est de la peinture. C'est de la peinture. Manu Chemaud, c'est aussi une discussion sur Pascal. Enfin, c'est quelque chose qui jaillit. Le rapport avec P68. Enfin, c'est quelque chose qui jaillit. Et moi, ce qui me fascine chez Frédéric, enfin, disons que comment tu arrives avec peu de mots à dire autant de choses, quoi. Parce que j'ai l'impression que dans ce que tu écris, ça se contracte de plus en plus.
et que bon, et ça donne un Big Bang qui est le dernier livre. C'est-à-dire que nouveau livre. Il y a une espèce de contraction des phrases. Il y a des phrases, il y a même des mots qui sautent quoi dans les phrases. Il y a ou des trucs entre parenthèses où il y a rien. Il commence une phrase et puis parenthèse, il y a rien. Et puis et du coup on se pose des questions et je veux dire par rapport à un langage cinématographique, parce que le seul intérêt de faire des films, c'est d'essayer de réfléchir à un langage qui est pas là encore, quoi, qui est un langage qu'on cherche, qui s'invente, qui n'existe pas avant le film, mais qui existe une fois que le film commence à prendre corps. Mais c'est quoi ces parenthèses où il y a rien? Je veux dire, c'est complètement passionnant, quoi. Parfois, on se pose la question comme ça sur les acteurs, les personnes qu'on filme, par exemple. Si on filme des acteurs qui ont des agents, qui ont des contrats très compliqués, tout est extrêmement balisé, etc. Plan de travail, les personnes qu'on filme dans un film c'est comme c'est ce qu'il y a de plus précieux, les gens qu'on filme, quoi. C'est comme les mots, quoi. Il y a quelque chose. Et quand tu sais à quel point c'est comment dire, c'est formaté, c'est coincé, c'est comment filmer une personne qui a le sourire de quelqu'un qui a déjà souri dans 50 films, je sais pas. C'est comme, du coup, d'un coup, là, je vois ces parenthèses où il n'y a rien à l'intérieur, je me dis, il y a des visages comme ça qui sont insensés, il n'y a rien, et en même temps, c'est tout. C'est pas des visages qu'on peut engager, entre guillemets, c'est des gens qu'on rencontre. Et dans tes textes, il y a quelque chose comme ça qui pousse à lâcher absolument tout ce qui contraint, quoi, tout ce qui contraint mais avec cette idée qu'il faut être de rigueur, quoi, aussi, parce que quand on contraint, quand on réduit les mots, il y a une rigueur qui est quand même assez redoutable. C'est très aigu, c'est pas du tout des phrases. Il n'y a pas d'effet de manche, quoi. C'est des espèces de flash. Les samizdates. Ouais, alors je sais pas, après pas du tout si on va parler de philosophie et tout, rentrer dans la machine de philosophie, moi je veux bien, hein, ça m'embête pas du tout. Mais c'est par rapport à ce que tu dis, c'est-à-dire le fait, je réfléchissais où est-ce que tu as vu des parenthèses vides. Effectivement, j'ai écrit un texte sur Eliane Radig, où je me souviens que le dernier non-mot, c'est des parenthèses avec un vide au milieu. Alors, bon, mais ça dépend aussi dans quel texte je peux écrire. Je crois tout de même que si on essayait comme ça, très rapidement, à toute vitesse, de décrire le paysage de la philosophie contemporaine, on verrait quand même, je dirais même pas un champ de ruines, parce que s'il y avait encore des ruines, on serait déjà, serait l'annonce, disons, après l'hiver d'un printemps possible. Mais c'est vraiment une philosophie qui ne sait pas qu'elle écrit, en fait, et qui a abandonné complètement l'idée de travailler la langue. Et l'expression philosophie contemporaine, c'est une pure réactivité, c'est comme si vraiment les années 70 n'avaient pas existé. On est dans un moment donné où la philosophie croit encore qu'elle doit être transparente, elle croit encore que le langage n'existe pas, elle croit encore qu'elle peut dire des idées sans travailler la langue. Or, en fait, c'est une chose absolument aberrante et finalement extrêmement marginale dans l'histoire de la philosophie, puisque si on la reprend pour le coup depuis son origine, on se rend compte qu'elle commence avec des poèmes, elle commence avec du théâtre, et elle n'a jamais cessé de se réinventer sous des formes de fragments, sous la forme du roman, sous la forme de la poésie, sous des formes qui sans arrêt montraient qu'il n'y a pas de philosophie. Pensez au Tractatus, enfin Wittgenstein, quoi. Tous les penseurs qui sont importants ont travaillé non pas à côté de la philosophie, mais dans son cœur même, la syntaxe. Hein. On sait qu'on pense avec une syntaxe, et si on ne touche pas la syntaxe, on est encore dans une mauvaise croyance divine, pour reprendre aussi des formules de Nietzsche. Donc au fond, ce que je fais, c'est simplement réactiver une chose qui n'a rien d'extraordinaire, si ce n'est que la philosophie est extraordinaire dès qu'elle existe, mais qui est ramener la philosophie à ce qu'elle a toujours été, mais qui est fondamentalement oubliée. Voilà. Et donc on a aujourd'hui une pensée philosophique réactionnaire dans la forme. Je ne dis pas forcément dans le contenu, mais dans la forme, elle est au minimum, à minima, réactionnaire. Et donc, à partir du moment où on ne veut pas faire l'impasse sur la syntaxe, sur la grammaire, disons,
et sur le langage, eh bien, on ne peut pas utiliser un attirail conceptuel déjà formaté. Donc, il va falloir faire des fautes, hein, je sais pas, avec un petit A ou un petit E. Enfin, il y a eu des usages de la faute dans la philosophie que vous connaissez, on peut penser à Derrida, etc. Il va falloir faire des entorses, en fait, des entorses. Donc vider peut-être, par exemple, pour reprendre ce que tu disais sur la parenthèse vide, ben, il va falloir peut-être te dire, je sais pas, il faudrait peut-être voir après comment on pourrait trouver des analogies par rapport au cinéma, enfin vider l'espace. La parenthèse vide, c'est le sourire. Hein. Ah oui, d'accord, ok, une parenthèse vide, c'est le sourire. Bon, ben un sourire. T'imagines dans un scénario, elle sourit, il sourit, c'est affreux quoi. Comme ça, oui, ça. Or que d'un coup, il y a quelqu'un qui sourit, c'est une parenthèse vide, c'est quelque chose qui surgit quoi. Mais du coup, je vois vraiment si, encore une fois, le milieu à partir duquel vous pouvez vous rencontrer à un endroit où vous travaillez avec vos moyens qui vous sont propres, c'est-à-dire la philosophie et le cinéma, c'est aussi de faire du cinéma en sortant du cinéma. En fait, on revient au cinéma par un geste qui est d'une sortie du cinéma, de la même façon que on sent que c'est très caractéristique. C'est très fort dans ton travail philosophique de sortir aussi, et d'ailleurs de mobiliser le cinéma. Tu mobilises le cinéma, on pourrait multiplier les exemples, on reviendra sûrement sur quelques exemples. Tu as écrit en effet des textes consacrés au cinéma de Nicolas Klotz et d'Elisabeth Perceval, mais de ce mouvement de sortie qui a à voir avec l'existence et qui a à voir avec ce dehors dont on parlait tout à l'heure et qui sont constitutifs aussi conceptuellement de ton travail. Je pense aussi que la rencontre à ces fêtes-là, c'est que vous ne pouvez pas travailler à l'endroit où vous êtes s'il n'y a pas de sortie. Si vous ne pouvez pas sortir. Alors, dans un monde qui est de plus en plus cadenassé, verrouillé, sécurisé, indemnisé, enfin on pourrait multiplier comme ça les vocables, enfin la sémantique, pour nous dire à quel point, d'une certaine manière, on nous demande de rester à notre place. Reste à ta place, en fait. Et on s'occupe du reste. Et vous, constamment, vous dites, non, j'ai envie de me déplacer. C'est la vocation atopique aussi de la philosophie, mais qu'une certaine existentielle. Enfin, on est hors lieu, on n'a pas de lieu propre, donc du coup on se déplace constamment, et c'est très très fort dans votre cinéma. C'est pour ça qu'on a tellement de mal à dire vous êtes des cinéastes français avec Elisabeth, vous n'êtes pas des cinéastes français, vous êtes des cinéastes planétaires, hein. Vous êtes, voilà, terrestres et extraterrestres, un peu aliens, et on pourrait dire la même chose du travail de Frédéric, surtout que cette notion d'extraterritorialité ou d'aliénocène, on reviendra sur ces termes, sont aussi très très forts, et au travail de ton exercice philosophique propre. On a un album en commun qu'on aime beaucoup, c'est un album de Ornette Coleman, qui s'appelle Science Fiction, Science Fiction, right? Et sur cet album, il y a le morceau qui s'appelle Science Fiction, justement, qui est absolument inclassable. On ne sait pas ce qui se passe dedans, il y a du voix de bébé, enfin tu vois le morceau, il est complètement, enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi, en fait, quoi. Et finalement, j'ai l'impression que ce que je recherche quand je vois un film, ou quand je lis un texte, quand je lis de la poésie, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est, en fait. Un jour, je vous avais envoyé un texte, c'était sur la frontière, le texte pour La frontière brûle. Et tu m'avais dit un truc du genre, on vient de lire avec Elisabeth, on dit, mais on ne sait pas ce que c'est ton texte, en fait. On n'a aucune idée à quel genre ça correspond. J'étais très content. Tu ne pouvais pas me faire un plus grand compliment. Je ne parlais pas de la qualité du texte, je parlais du fait de ne pas savoir ce que tu lisais. J'ai dit, bon, c'est bon, j'ai pas dû complètement rater ce que je voulais faire, tu vois. Et je pense que j'ai la même chose quand je vois Cosmocyte, par exemple. Quand je vois vos films. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. C'est-à-dire que comment dire, le problème c'est que il faut que les gens comprennent a priori un film, quoi, et un film qui est tout de suite compris, il est fini, quoi, et c'est derrière ça. Le lendemain il n'existe plus, il est oublié. C'est pour ça que ça soit Duras ou Godard, la question des malentendus sur quand il y a un film qui est les succès sont des grands malentendus, quoi. Il y a cette idée qu'un film, il est fait pour être devant. Il est fait pour être devant, pas parce que il y aurait une avant-garde ou des trucs comme ça, mais c'est juste qu'on est à quelque part un peu où il y a personne, quoi. On essaye d'aller dehors, devant, et on fait quelque chose à partir de là, et du coup, les images, ça prend un peu de temps à comprendre, quoi. Et même, l'idéal, c'est qu'on n'arrive jamais à vraiment comprendre un film, quoi. C'est-à-dire que c'est pas que... C'est pour ça qu'on les revoit, les films. C'est que moi, je me souviens quand j'étais plus jeune et que j'entendais Orson Welles dire faire l'éloge du cinéma muet, je disais, ouais, bon, ça va, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois le cinéma muet, je suis complètement fasciné, quoi. Je suis
dévasté par la beauté et le culot, quoi, et tout ce qui s'est inventé. Et que dans les films où ça parle beaucoup, entre guillemets, comme dans la vie, je veux dire, au bout de 3 plans, on est complètement sorti, quoi. On n'a plus envie de voir ça. Donc, c'est pas une question de faire des choses hermétiques, parce que c'est pas ça l'idée. C'est au contraire des choses très ouvertes, tellement ouvertes qu'on ne sait pas exactement ce à quoi on a affaire, mais on sent que ça nous concerne. Ben, Ornette Coleman, évidemment, venant du bebop, venant de là où il vient, du Texas, et il a explosé complètement les formes, il a inventé une forme, et à l'époque, je veux dire, les gens ne comprenaient vraiment pas ce qu'il faisait comme Sun Ra, etc. Maintenant, on les écoute comme des grands classiques, mais c'est pas qu'ils avaient de l'avance, ou qu'ils étaient... C'est juste qu'ils travaillaient à un endroit où peu de gens travaillaient, et peu à peu les gens se sont... Et c'est ça qui... Or qu'aujourd'hui, c'est vrai que de faire un film là où il n'y a pas des gens qui vont faire où on ne va pas travailler, c'est aller sur ces territoires-là, l'argent ne suit pas. Donc ça veut dire comment faire avec l'argent, et ça c'est une question, je ne sais pas, vous avez peut-être... Ce problème-là, vous le réglez d'une certaine manière, en enseignant, mais sur la question du cinéma, ça devient extrêmement compliqué, parce que finalement... Une des choses qui intervient constamment dans la réflexion sur les films, en tout cas Elisabeth et moi, c'est comment faire des films sans argent, quoi. Parce que l'argent devient lourd, et trop lourd, et alourdit tout. Et si tu n'as pas d'argent, comment tu vis? Donc c'est une question vitale. Tu vois, donc si on revient vers un cinéma un peu plus, entre guillemets, produit, ben, comment le faire en déplaçant la production, en déplaçant la manière dont ça se produit, parce que le cinéma, c'est aussi du travail, quoi, à plusieurs. C'est pas juste... mais quand tu écris, tu convoques beaucoup de monde, quoi, en même temps dans tes textes. Donc, ils sont très peuplés. Ils sont ultra peuplés, quoi. Donc cette question de l'argent, je sais pas... bon, c'est peut-être pas très intéressant de parler de l'argent, d'ailleurs, mais... Quand il y a de l'argent, précisément, il y a un dépeuplement radical. Il n'y a plus personne, en fait. Mais bah, je me souviens c'est la désertification. D'un ami, Emmanuel Finkiel, qui est cinéaste, qui disait qu'il en avait marre de voir que les films fauchés, les gens étaient à fond engagés, et qu'ils étaient d'accord pour travailler beaucoup plus que dans les films où les gens sont bien payés, ou alors à ce moment-là, les gens sont très très chiants dès qu'il s'agit de faire quelques heures supplémentaires, quoi. Donc c'est ça aussi qui est beau dans le cinéma, c'est que ça passe par aussi un travail collectif, et comment on organise et la nature du travail change. Ouais. Le travail n'a plus la même valeur, hein. Et plus à subordonner. Ouais, c'est autre chose. Mais c'est très étouffant, quoi. Je sais pas si l'université... Parce que, en fait, moi, ce qui est bien, c'est quand j'arrive je te lis, je t'entends, je vois, et ça, tu as des élèves, tu vois. Ça, c'est magnifique d'avoir des élèves. Mais nous, on n'a pas d'élèves. Mais je me dis, ça doit être formidable de faire des films et avoir des élèves, quoi. Mais on n'en a pas, parce qu'il n'y a pas de lieu pour ça. Que à la Fémis, c'est pas trop l'endroit où on a envie d'aller, quoi. Mais d'avoir des élèves et de pouvoir explorer des choses avec eux, même par rapport à l'écriture, ça doit être quelque chose ça doit être extrêmement passionnant, quoi. Ouais, mais j'aimerais bien changer de sujet en même temps. J'aurais une hypothèse à vous proposer. Ouais. Et en fait, c'est quand tu as parlé, Nicolas, du cinéma muet, d'accord ? Et donc, quand tu vas revoir plutôt, mais j'ai réentendre, c'est le mot qui m'est venu, donc par contre, ce verbe de réentendre le cinéma muet, mais c'est peut-être finalement ça que je voulais dire. L'hypothèse que je voudrais vous soumettre à toi, Nicolas, et à toi, Saad, c'est... Est-ce que ça rejoint en fait des choses qu'a pu écrire Nicolas sur ce qu'il dit actuellement sur l'argent et donc sur le rapport à l'industrie et sur un cinéma, je dirais, post-industriel, un cinéma que Nicolas réinscrit dans une temporalité géologique, celle de l'Anthropocène. Bon, c'est des choses que Nicolas travaille dans l'écrit et avec Elisabeth également dans le cinéma, et également dans son existence, dans son rapport à l'argent dont il vient de parler à l'instant. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, mais le point quand même, je crois, que je voulais dire, c'était que dans cette redéfinition
du cinéma et de sa pratique, fondamentalement, tu parles d'une pratique, ce qui intéresse, c'est quand même de penser la pratique, hein, à qui tu t'adresses, quand est-ce que ça va être entendu, qu'est-ce qui empêche de l'entendre, qu'est-ce qui empêche de voir, etc. Je me demande s'il n'y aurait pas aussi, pour continuer le geste que Nicolas entreprend, pour nous, à repenser, je dirais la fonction, pour le dire rapidement, on peut trouver d'autres mots après, la fonction du cinéma dans le milieu techno-capitaliste contemporain. Ce que je voudrais commencer à dire, essayer de penser, c'est est-ce que le milieu technologique dans lequel on vit, qui serait, pour le dire à toute vitesse, par première approximation, un milieu technologique sous condition d'intelligence artificielle, est-ce que ce milieu-là ne réimpose pas, n'impose pas ou n'appelle pas précisément à ce que le cinéma n'ait plus la même fonction qu'elle a eu jusqu'à maintenant? Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Effectivement, c'est ça que j'aimerais voir avec vous. On a beaucoup travaillé sur le cinéma, sur la façon, par exemple, je pense aux analyses de Stigler, sur la manière dont le cinéma permet de synchroniser les consciences et permet de créer des mémoires collectives. Bon. Mais à l'heure de l'IA, en fait, ce qui se passe, c'est que ces mémoires collectives sont recalibrées et transformées en corrélation et tentent à créer finalement des souvenirs postiches. Bon, des choses comme ça. Que l'IA aujourd'hui est en train de tenter une sorte de prise, de hold-up sur la subjectivité et sur la psyché. Il y a une explosion aujourd'hui d'entreprises qui proposent des amis IA. Alors je dis ça parce qu'il y a la question de l'amitié qui est très importante depuis le début de vos émissions. Bon, et ben l'IA est en train de voler ça. L'IA est en train de voler l'amitié au sens où il s'agit de créer des amis électroniques qui vont vous supporter toute votre vie. Les publicités actuelles sur ces amis, sur ces compagnons IA, je ne sais pas quelle est l'expression en français, les publicités disent cette machine sera toujours de votre côté. Toujours. C'est flippant ça quand même. Sera toujours de votre côté. Alors que l'ami, c'est celui dont il faut se méfier. Alors, entre chien et loup, disait Deleuze. Voilà, où c'est celui qui est dont le rapport est séparé par un abîme. Hein. C'est Nietzsche quand il décrit les amis comme étant séparés par des abîmes, sur des sommets, etc. Donc des singularités absolues. Voilà, donc occupation de la subjectivité, création de faux. Nous y voilà, la faux dont il fallait parler. Vous savez qu'il fallait que je place le mot faux à un moment donné, donc voilà, c'est fait maintenant. Est-ce qu'il n'y aurait pas finalement, est-ce que le cinéma pourrait pas avoir une fonction pas de résistance, j'aime pas le terme, mais disons de contre-insurrection subjective, de telle sorte que les films puissent finalement, aujourd'hui, soutenir subjectivement les sujets, mais pas les soutenir en leur faisant justement, en prenant soin d'eux, mais les soutenir en les faisant sortir d'eux-mêmes, en leur donnant finalement, en donnant à la subjectivité le manque dont elle a besoin, ou l'obscurité dont elle a besoin, ou le silence dont elle a besoin. Donc je commence à faire le raccord avec le cinéma muet. Avec Ici et ailleurs, avec tout ce que disent Godard et Miéville dans ce film, c'est-à-dire, on en parlait un petit peu avant l'enregistrement, modifier les sonorités, modifier l'enchaînement, désenchaîner, réenchaîner. Est-ce que ce moment n'est pas crucialement le moment donné où le cinéma pourrait devenir, ou il ne s'agirait pas, comme je dirais à l'époque de Danet, de Serge Danet, de penser le cinéma comme d'un point de vue générationnel, d'être le ciné-fils. Hein. Il s'agirait non pas de s'inscrire dans cette généalogie-là, mais d'avoir un rapport de subjectivation, en fait. De repenser le cinéma, non plus dans la synchronisation des consciences, mais comme opérateur de désynchronisation majeure. Hypothèse. Oui. Alors, du coup, par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce qu'on vit avec Alexia dans nos pratiques d'écriture et de regard par rapport au cinéma, ce qu'on voit, ce qui est arrivé dans notre rapport au cinéma, c'est que précisément, alors, du coup, on n'est plus du tout dans une filiation au sens où l'entendait Serge Danet. Si on est dans une filiation, ça ne serait pas avec un F, ça sera avec PH, là du coup au sens de Marie-Josée Monzin, c'est pas des rapports, alors d'abord c'est pas des histoires de famille évidemment, et surtout pas des rapports de généalogie, mais d'amitié, de communauté, de rencontres, et puis mais à partir surtout du fait qu'on est totalement orphelin. C'est-à-dire il n'y a pas eu une succession généalogique, en fait il y a eu une brisure.
Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir quels sont les cinéastes qui, là où ils travaillent, donc c'est-à-dire aussi avec toutes les modifications du milieu, c'est presque des affaires d'écosystème. Les choses ont changé, genre les techniques, les technologies ont changé, les rapports d'argent, toute une série de faits ont décidé que les choses avaient changé, qui fait que du coup, les cinéastes qui nous intéressent, où là on pense que quelque chose du cinéma se continue, mais après cette brisure, du coup deviennent très rares, très éparpillés, enfin, avec peu de rencontres, enfin, c'est-à-dire vraiment chacun avec sa difficulté d'être en fait finalement dans un milieu qui est devenu une espèce de dévastation totale, où au nom de cinéma en fait on fait le contraire, c'est-à-dire on produit effectivement, on produit de la culture, on produit évidemment des satisfactions tout à fait bourgeoises, hein, de se dire bah, j'ai vu le bon film, j'ai vu le film qui a eu le prix, je suis content parce que j'ai vu un film d'auteur, enfin, tout ça est fini. Et on s'est rendu compte de ça dans le courant des années 2000-2010 en fait, et c'est intéressant parce qu'ensuite quand on en discute avec des cinéastes, la chance de rencontrer, voilà, à l'endroit où on est, comme on n'est pas des professionnels, quelle chance. Du coup, et comme on est des amateurs, quelle chance. Du coup, donc on aime ce dont on parle, du coup on rencontre des philosophes ou des cinéastes par rapport à des questions affectives et des questions de rencontre, quoi, des questions d'affect profondes. On se rend compte que aussi pour eux, quelque chose s'est passé dans le courant des années 2000-2010 où on ne peut plus continuer cette histoire. Donc on ne peut plus hériter, on ne peut plus être des cinéphiles, on n'est plus dans des films. Par contre, on retrouve du coup le cinéma muet. C'est comme ça qu'on le retrouve, alors qu'il est fondamentalement oublié. Enfin, je veux dire, il a été même exterminé d'une certaine manière. Enfin, il existe comme spectre sur YouTube. D'ailleurs, c'est toujours l'occasion de voir des films ou comme ça, comme des pièces de musée. Et du coup, ça parle, ce silence. Il parle extraordinairement. D'abord, il parle à une époque où tout est bruit, tout est parole. Enfin, il faut commenter, parler, opiner, constamment. C'est pour ça qu'on aime beaucoup écrire avec Alexia, parce qu'on se tait. Alors là, malheureusement ou heureusement, on parle un peu. Le cinéma, c'est quand même l'occasion de fermer sa bouche. Et puis, quand on lit, c'est la même chose. Ou quand on écrit, c'est pareil. Hein. Et le cinéma muet nous restitue à ce silence qui est comme à la condition de la possibilité de parler. Hein. On ne peut pas écrire à la bouche pleine. On peut pas écrire à la bouche pleine. Et d'ailleurs, parler, c'est un peu vider. C'est ce qu'on fait peut-être en ce moment, peut-être moins plus que vous. Mais voilà, vider tout ça. Mais il y a eu une cassure. En fait, il y a eu une cassure. Mais elle n'est pas affirmée. En fait, on voit bien qu'elle est partagée par des gens qui, malheureusement, c'est un peu notre bâton on essaie de faire que les gens se rendent compte là-dessus, parce qu'on voit bien que quelque chose est arrivé dans le milieu. Il y a 2011, il y a... Et c'est le live. Alors du coup, c'est intéressant, parce que le live, c'est le film dans lequel à un moment donné, grâce auquel vous vous rencontrez, et c'est le film qui, aussi, par le biais duquel, avec Elisabeth, vous vous êtes rendu compte, en fait, que quelque chose était fini. 2011 ou 2012, je ne me souviens plus exactement, c'était une époque, c'était une date, parce que c'est une question que je me suis beaucoup posée, quoi. À partir de quand quelque chose a basculé? Et 2011, c'est l'année où le CNC a engagé beaucoup d'argent pour numériser toutes les salles en France. Donc la fin de la pellicule, en gros. Oui, c'est ça. Voilà. Et ça, c'était marqué par Film Socialisme de Godard, qui est sorti en 2011. Quand moi j'ai vu ce film Socialisme, j'ai senti que, voilà. On est entré dans une nouvelle ère. C'est autre chose qui arrive. Et l'intelligence artificielle arrive très vite après. Parce que les questions, tu vois, moi j'essaie de me renseigner là-dessus, j'essaie de suivre un peu, mais c'est vraiment compliqué et que j'ai pas, enfin, je sais pas encore. Du tout, mais j'ai l'impression que cette bascule a eu lieu en 2011. Toutes les salles de cinéma sont devenues numériques et que pas mal de cinéastes passent au numérique à ce moment-là. Les cinéastes qui continuent encore à tourner en pellicule. Le Life, on l'a tourné en numérique. C'est le premier film qu'on a tourné en numérique avec cette idée je disais souvent que c'est un film où on a découvert la couleur, étrangement, avec le numérique, pas avec la pellicule. Mais des couleurs aussi tout à fait étonnantes, enfin des couleurs lithium, de ville nous, on pensait beaucoup à Giotto, en disant c'est quoi Giotto avec mais dans la ville du 21e siècle. Voilà, c'est ça. À Lyon. Comment ça se passe la couleur, quoi. Et c'est vrai qu'avec le numérique, il y a quelque chose qui s'est passé qui nous a... Parce que tous les films jusque-là, on les imaginait toujours en noir et blanc avant de les tourner. J'étais incapable d'imaginer un film en couleur avant de commencer à être en repérage et de commencer à tourner. Je voyais toujours en noir et blanc et la couleur venait après. Et là, il s'est passé un truc quand même avec la couleur qui est... Et aujourd'hui, la couleur, hein, c'est... La couleur,
Bah, les intelligences C'est artificielles, pop, la couleur. justement, la couleur, c'est vivant, quoi. C'est la vie. Mais c'est la vie, mais ça veut dire quoi que c'est la vie? Quand on dit qu'on rêve en noir et blanc, parce que moi, les gens qui disent, non, on rêve en noir et blanc, les chats voient en noir et blanc, etc. Je dis, bon, ça veut dire quoi? Moi, j'ai des couleurs dans la tête. J'ai dit, même je parlais avec Pierre Creton, on avait une grande discussion un jour où je disais, mais ouais, je suis assez fasciné par la couleur, parce lui, il est plasticien. Et je ne vois aucun acteur qui est capable de faire ce jaune-là, ou quand ils y arrivent, ou quand la personne qu'on filme dégage ça, c'est extraordinaire, quoi. La couleur, ça... Alors, l'intelligence artificielle, moi, ça me passionne complètement. D'ailleurs, j'aimerais bien te proposer de travailler avec nous sur cette question-là, sur le film qu'on est en train de préparer, là. Top là. Par le son. C'est surtout le son pour l'instant, parce que l'image, je me méfie trop. Je me méfie trop de l'image. Mais le son, ça m'intéresse. Et que si on est orphelin... Enfin, par exemple, la disparition de Godard, c'est compliqué pour ça. Parce que j'imagine, Godard a toujours pris la technologie, l'a toujours déviée, l'a toujours transformée, l'a toujours amenée ailleurs. Quand la vidéo est arrivée, il a été le premier laboratoire vidéo. C'est du tout technophobe. Complètement. Mais la 3D avec Adieu au langage. Mais pas technophile non plus, c'est très ambigu. Non, mais il a toujours fait... Mais il a pris ce qui est arrivé, voilà, pour dévier, les fameuses déviations existentielles. Qu'est-ce qu'on ferait avec l'intelligence artificielle aujourd'hui par rapport à ça? C'est une question... il manque, parce que je ne vois pas qui... les gens le prennent au premier degré, enfin, tu vois, quand tu entends les entreprises et tous les marchés qu'il y a avec l'intelligence artificielle, c'est affolant. C'est tellement puissant. Il y a un livre, là, le livre d'Asma Malhar, qui est magnifique, quoi. Technopolitique. Quand tu as 3 personnes qui sont spécialistes de l'intelligence artificielle qui parlent, tu te dis le monde est foutu complètement. Je veux dire, tu ne comprends plus du tout dans quel monde on vit et où est la frontière entre l'existant et le non-existant. Et bien justement, parfaite jonction vers ma deuxième hypothèse, en fait, que je vous soumets également. Et c'est lié totalement, Nicolas, ce que tu as dit sur la numérisation, en fait. Hein, tu as parlé de ce moment de numérisation, d'accord? Et puis, après, deuxième chose que je retiens dans ce que tu as dit, c'est la question de la couleur qui se réfère au vivant. Et puis, la troisième chose que tu as dite à la fin, c'est sur, on ne sait plus où on est, quelque chose de l'ordre d'une perte. Bon, à la question, ma deuxième hypothèse, en tout cas, c'est dans la série, en fait... la manière dont les fonctions du cinéma se reconfigurent à cause du milieu technologique dans lequel on est, est-ce que ce serait pas le moment de retour à Krakauer? Peut-être Bazin, mais je dirais en tout cas Krakauer. Et je pense à ça par rapport au fait que, par rapport à l'IA, le cinéma aurait, mais pas, à mon avis, comme Bazin pouvait le dire, ou pas comme Krakauer le disait exactement, parce que la situation n'est pas la même, est-ce qu'il n'y aurait pas, pour le coup, un effet de réel, mais pas au sens de Barthes, ou pas au sens où le réel serait construit, mais que le cinéma serait en capacité, alors, comme toujours, mais peut-être différemment aujourd'hui, de nous rapporter à un réel dissous par l'IA. L'IA est incapable, en fait, d'avoir un quelconque rapport au réel. L'hypothèse que je défends dans le livre Secret, je veux absolument personne soit au courant du livre que j'écris sur l'IA actuellement, donc j'espère que ça ne sortira pas de cette salle, parce que bon, il y a peu de chances que ça sorte, ça restera entre nous, je pense. Ça restera entre nous, c'est voilà, un secret. J'ai aucun doute là-dessus, mais c'est que l'IA hallucine tout le temps. Les gens se demandent, tiens, c'est marrant, des fois, l'IA, ça hallucine, et non, ça hallucine tout le temps, et parfois ça tombe juste, en fait, mais c'est rarissime, quoi. Et quand ça tombe juste, ça n'a rien à voir avec le fait que l'IA était capable d'accéder au réel. C'est fortuit, en fait. Bon. Et donc, quand tout hallucine, est-ce que le cinéma n'est pas, même à titre spectral, toujours en mesure de rappeler un réel? Et je dis pas ça au sens du réalisme, hein, je dis pas ça au sens du documentaire. C'est pour ça que tu cites Krakauer, du coup. C'est ça, voilà, la caméra, réalité, je sais plus comment s'appelle son concept, tu vois. Ouais. Donc oui, il y aurait toujours, même à titre spectral, j'ai toujours pensé que même dans les films les plus imaginaires, disons-le comme ça, il y a toujours le spectre de la réalité qui est là. Moi, je voudrais être super concret sur cette question en opposant 2 choses, enfin en mettant en rapport 2 choses, parce que c'est les choses avec lesquelles on est au travail en ce moment. Je ne sais plus comment s'appelle le ciblage de l'armée israélienne, le ciblage IA.
La Vende, l'opéra. Ouais, voilà, la c'est Vendeur. ça. Il y a eu plein de programmes. En fait. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Ces programmes-là qui ciblent, qui Ces définissent fameuses bombes je sais idiotes pas, ou aveugles ou 200, étapes, voilà. Oui. 3500 cibles et ils les suivent partout et que du coup les drones, et puis ils les abattent quand ils veulent, où ils veulent. Ils ont le nombre de personnes qui vont mourir et généralement ils abattent les Gazaouis, enfin, les gens qui ciblent quand ils sont en famille, donc pour qu'il y ait le maximum de morts. Bon, il y a d'un côté il y a ça. Donc cette technologie-là qui est, quand je pense à l'IA aujourd'hui, je pense beaucoup à ça. Mais c'est on pense à Gaza. Je pense à Gaza. Et en même temps, les téléphones portables des jeunes qui filment à Gaza en permanence le génocide qui a lieu chaque jour, quoi, chaque seconde. Et donc là, il y a quelque chose il y a une guerre réelle, extrêmement puissante. Je ne sais pas du tout ce que ça devient dans le film qu'on est en train de faire, mais il y a un champ contre champ entre l'hypertechnologie occidentale et les téléphones portables, quoi, qui peuvent sauter aussi, qui peuvent faire sauter. Et voilà, donc on fait quoi et le cinéma là-dedans, on fait quoi avec ces rapports de force qui sont redoutables? Le cinéma, il se situe où? Si on travaille avec... enfin, je sais pas, c'est un no man's land complet de me dire qu'est-ce que filmer aujourd'hui, c'est quoi? Les gens qui filment le génocide sont ceux qui le vivent, quoi. Et donc, c'est comme si... Et ceux qui commettent le génocide le filment. C'est comme si... Tout est filmé. Alors... On prend la date de 2011, on revient en arrière, on dit, bon, ben, quand Godard disait le cinéma a perdu son âme parce qu'il n'a pas filmé les camps de concentration, etc., ben, il y a cette question, les déportés n'ont pas... Enfin, si, il y a eu, puisqu'il y a un film de Farouki, magnifique, je veux dire, où un déporté, les SS ont donné une caméra à un déporté pour filmer la vie quotidienne du camp, que lui analyse, déconstruit complètement, image malgré tout de Didier Berman, etc. Bon, ça, mais aujourd'hui, c'est la même chose à la puissance 1000, quoi, puisqu'il filme chaque seconde un génocide qui a lieu. Donc le cinéma, face à ça, il est où? Mais je sais pas. C'est la discussion même avec Hassan la semaine dernière. Je sais pas. Et moi, la question c'est une vraie question de cinéma, quoi, parce que je veux dire que le cinéma aujourd'hui, s'il peut pas raconter d'une manière ou d'une autre ce qui se passe à Gaza, je vois pas à quoi il sert, quoi. Oui, c'est ce qu'on disait. On disait d'une certaine manière un nom emblématique ou paradigmatique aujourd'hui de ce qu'on appelle le hors-champ par rapport au cinéma, ça peut être Gaza, par exemple. Ça peut être Raza, quoi. C'est vraiment, voilà le hors-champ, c'est ça. C'est un laboratoire de la même manière qu'Auschwitz c'était un laboratoire. Oui, c'est un laboratoire du contemporain, mais d'ailleurs qui concerne tout le monde. Mais pas uniquement les Gazaouis, ça nous concerne tous. C'est pour ça que le film qu'on a fait s'appelait La question humaine. Et oui, c'est d'ailleurs cette question-là, elle se repose aujourd'hui à nouveau frais. Et du coup, alors par rapport au problème que tu agences avec tes ressources philosophiques, Frédéric, et du coup qui nous demande de savoir où est le cinéma aujourd'hui. En fait, où est le cinéma aujourd'hui avec effectivement une technologie qui s'appelle l'IA. Ou même à l'endroit où on est, où est la critique. Aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. C'est compliqué. Parce qu'effectivement, quand on dit une critique, on se demande si c'est pas une IA qui l'a écrit. Enfin, c'est toujours un test qu'on a. Et du coup, on se dit, pour écrire, si on écrit un texte et puis on veut le publier ou sur des réseaux et tout ça, on est obligé de l'écrire avec un certain style pour que d'une certaine manière, il soit immunisé ou protégé, en tout cas, contre l'idée qu'on puisse imaginer que ce soit l'IA qui l'ait produit. Mais c'est pareil, évidemment, pour les films. Il n'y a pas une publicité aujourd'hui où tu n'as pas un bandeau, quand il y en a un, pour nous dire que c'est l'IA qui l'a fabriqué, tout ça. Et de se dire que, justement, et pour revenir sur le cinéma muet, c'est d'ailleurs un risque qu'on peut avoir à l'égard du cinéma muet, c'est tellement beau. En fait, c'était tellement beau aussi à un endroit où le cinéma, ou à un moment où le cinéma était majoritaire. Genre, c'était le grand loisir de tout le monde, le cinéma. Je veux dire, c'était une époque où Charlie Chaplin pouvait envisager de faire un film pour aller littéralement faire la nique à Hitler. Hein. Ouais.
Quel cinéaste aujourd'hui ferait la nique à Elon Musk ou Donald Trump? C'est même pas pensable. À l'époque de Charlie Chaplin, c'était pensable. Et il a sacrifié sa moustache. Il a sacrifié Charlot pour ça. Parce qu'il a vu que Charlot était compromis aussi par Hitler. Et que Hitler avait peut-être choisi sa moustache parce que c'était très populaire, comme pour Charlot. C'est la fameuse hypothèse de Bazin, mais quand on revoit le dictateur, c'est étonnant quand même. Et il faut tuer Charlot. Il faut le tuer d'une certaine manière pour qu'à un moment donné, il y a un homme qui s'appelle Charlie Chaplin, qui s'adresse un peu à n'importe qui, avec un grand message humaniste, et qu'on comprend qu'à l'endroit où il est avec ce message, d'un coup tout le monde réagit comme un seul homme, en masse, exactement comme pour un message du dictateur. Et donc du coup, la seule chose qu'il a à dire, c'est où es-tu, la femme que j'aime, Paulette Godard, voilà. Le cinéma, à ce moment-là, comprend, en 1940-41, aux États-Unis, par rapport à l'homme qui est le plus puissant sur le plan cinématographique, ça ne doit plus s'adresser qu'à une personne, le cinéma. Surtout pas des foules, à des masses. Au moins une personne. Et ça a été entendu probablement, effectivement, parce qu'on a appelé la nouvelle vague. Enfin, il y a un truc très très fort, là, sur ce qu'on appelle la modernité en général. Se dire, s'il n'y a plus de public, il y a des gens. Et c'est un peu plus aléatoire, déjà. Donc, du coup, il n'y aura plus de masse. Donc, il y aura plus des effets là. Aujourd'hui, c'est hors toute nostalgie à l'égard du cinéma muet, mais se dire aujourd'hui que le cinéma a la chance, c'est qu'il est devenu minoritaire. Plus grand-chose. C'est ça, sa chance. C'est que c'est presque plus rien. On pourrait dire à peu près de la philosophie aussi, qui a été si grande et qui est plus grand-chose. Et qui a les droits, à l'endroit de cette impuissance-là, c'est là qu'il y a quelque chose qui se joue. On arrête de bomber le torse. On arrête de faire les malins. Alors, il y en a encore qui font les malins, on les voit à Cannes, régulièrement, César, tout ça. Ça bombe le torse, c'est très content, on a des prix. Les cinéastes qu'on aime, nous, qu'on défend beaucoup, c'est ceux qui font profil bas d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, qui arrêtent de jouer à ce jeu-là. Mais par contre, alors, au contraire, qui se confrontent aussi à ces questions qui sont la condition planétaire. Enfin, je veux dire, cette idée que notre monde, c'est pas simplement le monde des êtres humains, c'est bien plus vaste que ça. Tu as évoqué le titre Cosmocide. C'est un titre incroyable. Enfin, je veux dire, il y a un film qui a été fait il y a quelque temps qui s'appelle Cosmocide. Aujourd'hui, on se pose la question du génocide, mais un génocide, c'est un écocide aussi, c'est un cosmocide aussi. Genre, c'est tout ça. C'est la Terre entière qui brûle, et puis c'est un bout de cosmos qui brûle. Et ça, c'est très très fort dans ton geste philosophique. Donc le cinéma est devenu minoritaire. Bon, très bien, on est tous minoritaires, donc c'est très très bien déjà de nous remettre à cet endroit. Et puis c'est le réel. C'est-à-dire de rétablir finalement la part qui est la plus opprimée dans le cinéma, c'est le documentaire. C'est la part documentaire du cinéma. Et très clairement, ce qu'on remarque nous à l'endroit où nous sommes, très très modeste, enfin, avec Alexia, c'est de voir que là où il y a du cinéma, c'est qu'il y a du documentaire, c'est du rapport au réel. Donc du rapport à ce qu'on appelle l'autre, c'est compliqué. Mais en tout cas, le dehors, la sortie, aller se faire voir ailleurs, ne résiste à toute assignation à résidence. Par exemple, tiens, il y a un truc qui s'appelle la jungle de Calais. Je peux simplement me satisfaire de ce qu'on dit la presse, y compris la bonne presse. Mais on peut y aller aussi. Voilà. Ou on peut même aller à Ouessant, c'est le cas de Nouveau Monde, et aller à Ouessant, et d'être à Ouessant, et de savoir que sur une plage de Turquie, il y a un petit gamin qui meurt. À Ouessant. On se sent très fort, ça. Ou alors, vas-y, continue, parce que sinon, vas-y, je te dirai après. Donc du coup, et c'est donc cette question du réel, finalement, le versant documentaire du cinéma qui a été totalement ségrégué, quasiment racisé. Le documentaire, c'est l'arabe, c'est le nègre du cinéma. Genre, c'est ça aujourd'hui. C'est pour ça que le cinéma qui cartonne, c'est le cinéma de fiction. Enfin, le documentaire, il faut que ce soit de la télé. C'est François Ruffin au boulot. Au boulot. Quand on lui dit génocide, il dit je sais pas. On lui dit au boulot, alors enfin, au boulot. Enfin voilà, ça c'est vraiment l'horreur. Je veux dire, c'est terrible parce que c'est évidemment tout à fait affligeant, mais ça résonne évidemment avec ce que tu dis par rapport à ça. Et donc du coup, cinéma minoritaire, cinéma documentaire, et c'est ainsi qu'il est contraire du coup. Quelque chose se passe. Et c'est très faible, évidemment c'est un endroit de grande impuissance, mais à cet endroit-là, il y a de la puissance. Il n'y a pas du pouvoir. Il y a de la puissance. Mais c'est totalement éclaté. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens tout à fait bien intentionnés, qui ont fait des écoles, qui sont très très érudits, tiennent à cette idée de cinéma qui doit être de la fiction, des acteurs, des stars, des choses comme ça tout à fait affriolantes, avec beaucoup d'adhésion et tout. Et d'une certaine manière, elles sont très homogènes à ce que tu décris. Finalement, c'est déjà de l'IA. C'est toujours déjà un peu de l'IA, quand même. Quand tu regardes les Césars,
c'est toujours déjà un peu l'IA. Enfin, je veux dire, l'IA a gagné avant même. Quand on a entendu, il y a quelques années, évidemment, on est tous au courant de ça, les scénaristes qui, comme un seul homme, se sont levés pour dire non, l'IA n'écrira pas nos scénarios. Mais ça fait des années que l'IA les écrivait à votre place. Hein. Enfin, non, mais c'est rigolo, mais c'est vrai. C'est rigolo parce que c'est vrai. Voilà, on se retrouve. Donc du coup, bah, c'est devenu... Donc c'est un paysage évidemment totalement dévasté, mais tout est dévasté, on voit pas pourquoi le cinéma y résisterait davantage. Je veux dire, le cinéma est dévasté comme le reste du monde, le cinéma c'est Gaza, faut pas se raconter d'histoire. Enfin, les cinéastes qui cartonnent se croient israéliens, alors que en fait le cinéma est palestinien fondamentalement. Enfin, genre, le cinéma est totalement atomisé dans cette affaire-là, et exterminé même d'une certaine manière. Bon. Donc c'est ces endroits de faible puissance, mais parce qu'il y a de la puissance, c'est là où nos puissances, nous, d'agir, de sentir, de penser sont augmentées, et ça passe par le réel. C'est-à-dire que ça passe par des gens qui se disent, on va laisser tomber l'argent, on va partir effectivement de nos téléphones portables, ou en tout cas de ma petite caméra, et puis on va sortir de la maison, on va sortir de sa rue, on va aller un peu voir ce qui se passe de l'autre côté, quoi. On va aller à l'endroit où de la communauté se constitue, se fabrique, et là on revient aussi sur des choses que tu as écrites, dont tu as parlé en philosophe, Frédéric, enfin sur des communautés qui ne sont pas des communautés qui s'organisent sous la figure de l'un. Voilà, mais organisé, organiciste, enfin, organique, mais au contraire, non, avec des gens qui sont des bris ou des débris de mondes effondrés et qui constituent des rapports totalement nouveaux, c'est ce que vous avez documenté, vous, avec le Réclande, avec Fugitif ou Courtu, et dont tu parles en amont, d'ailleurs, il y a très très longtemps dans ta philosophie, sur la question de la communauté. On retrouve Jean-Luc Nancy, d'ailleurs. Et on essaie de faire communauté. Les uns et les autres. Au moins, déjà là, c'est le communisme minimal. Hein. C'est celui des idées, des amitiés, parce qu'on est dans un état de défaite et de grande impuissance. Mais le réel, le documentaire, c'est les deux conditions à partir desquelles on arrive à voir s'il y a du cinéma ou pas. Enfin, très clairement. Sinon, c'est effectivement non seulement une économie qui est totalement capitalistique, quelques adjuvants culturels, et toujours déjà de l'IA. Enfin, l'IA est déjà là avant même qu'elle soit d'une certaine manière totalement constituée, instituée. C'est pour ça qu'évidemment on voit avec des yeux incroyables ce qu'on appelle le cinéma muet ou le cinéma sourd. Où on parlait le jour même de Jacques Tourneur, où on voit un film de Franck Borzégui, mais on se dit mais c'est pas possible. Mais bon, on peut voir aussi effectivement le Giotto, on se dit mais c'est pas possible. Enfin, on est dans une époque nulle. Enfin voilà, je veux dire, on est dans une époque de... avec Alexis, on regarde en ce moment, mais dans le cadre de notre travail à la bibliothèque, l'abécédaire de Gilles Deleuze est dans les années 80, voilà, c'était fait en 88, il disait, voilà, c'est une époque, voilà, il y a des époques de régression, de faiblesse, de nullité culturelle, bon, 30 ans, 40 ans plus tard, c'est pire. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ça ne nous empêche pas, en tout cas, de combattre, de résister, et puis de travailler, surtout. Et pas dans la poésie, je dirais qu'aujourd'hui, la poésie est extrêmement riche, je trouve qu'il y a une explosion poétique extrêmement intéressante, mais c'est rattaché à ce qu'on dit là, c'est parce qu'en fait, tu peux être poète avec des moyens pauvres, il n'y a pas besoin d'avoir une technologie. Ça va que la pauvreté. Je vois vraiment, à chaque fois que je viens en France, je découvre un panorama de traductions, de petites revues de poésie, de maisons d'édition que je trouve absolument extraordinaire. Il y a actuellement pour moi une création poétique extrêmement, extrêmement puissante, mais rattachée parce que on peut faire de la poésie avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec pas grand-chose. Oui, c'est vrai que cette question de la pauvreté, je pense que cette question de fuir le capital... La pauvreté, le capital, c'est l'IA. Voilà, c'est un nom de l'IA. C'est un endroit de relative pauvreté, enfin, de distance à l'égard des puissances de l'argent ou du capital. Ou disons que c'est là que quelque chose se fabrique. Et ça passe en poésie. Disons que l'argent est concret, quoi, c'est pas des sommes énormes, mais c'est juste de quoi faire quelque chose qu'on veut faire, quoi. D'ailleurs, dans Capital, il y a AI, donc c'est très clair. Donc, et ça faisait pour ça ce film de Jerry Lewis s'appelle Yaya mon général, qui est un film qui se passe chez Yaya comme IA. Voilà, c'est IA mon général. En fait, ils n'arrêtent pas d'hurler. D'ailleurs, une espèce de sabir allemand, mais hollywoodien, mais qui est poussé à ça. Et de IA à Ian, on est vraiment très proche, quoi. On passe très vite de l'IA à la répétition. Et justement, le documentaire, pour moi, en fait, c'est un aspect, en fait, de la manière de pouvoir sans doute résister à cette intelligence artificielle. Et comme tu disais absolument très bien, il n'y a pas à attendre que l'IA ait, investi l'ensemble des industries de la culture pour que les personnes qui écrivent et qui parlent aient déjà eux-mêmes été affectées par les modifications du langage et de la perception qui sont déjà en œuvre par le biais des réseaux sociaux et par le biais de l'IA. Donc je crois qu'on ne se rend pas compte que l'IA
et les réseaux sociaux touchent le symbolique lui-même. Et dans le livre dont il ne faut pas que je parle, puisque je ne suis pas en train de l'écrire... C'est un secret. C'est un secret, et donc je tiens qu'il soit... voilà. Et ben, je parle de ça, justement, du fait que l'atteinte au symbolique a déjà eu lieu. Au symbolique au sens où, au code, à la manière dont nous parlons, dont nous imaginons, dont nous voyons. Et par rapport à ça, je me demande si, de l'autre côté du documentaire, mais peut-être que tu me diras, que vous me direz que c'est pas l'autre côté, que c'est comme un ruban de Moebius, et qu'au fond, on a la même chose qui est en jeu, je dirais qu'il y a le rapport au réel. C'est pas simplement documenter ce qui existe, c'est aussi de dire vous n'avez rien vu. Et je pense qu'un film comme Hiroshima mon amour par exemple, tu vois, que j'ai revu dernièrement, dit ça. Quand il dit tu n'as rien vu, hein, il y a une abolition de ce qu'on croyait avoir vu pour faire en sorte de pouvoir ne pas être simplement l'objet, le sujet, la marionnette de l'IA. Je pense qu'il faut aussi dénier le fait qu'on ait vu quelque chose, dénier qu'on ait eu accès au réel. Donc on peut aussi accéder au réel par un démantèlement des images et des mots qui ont été créés en lieu et place de ce qui aurait été une expérience authentique du dehors, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, je crois que le cinéma est aussi, pour moi en tout cas, ce qui dédocumente, enfin dédocumente, pas en contradiction de ce que tu disais, mais au sens d'où l'importance, par exemple, du cinéma muet, qui aujourd'hui peut être entendu non pas comme ce qui manque, mais comme un ajout, comme si le silence était passé de ce qui manquait à ce qui était ajouté finalement. Le cinéma est ajouté désormais aux films muets que nous pouvons regarder. Et il me semble qu'il y a une fonction de désaccoutumance finalement et de libération psychique que le cinéma peut provoquer. C'est ce qui m'est arrivé dernièrement en voyant le film de René Duras, tu vois. Ou le Godard et Miéville, j'imagine. Ou le Godard, absolument, Godard Miéville, ici et ailleurs. Donc c'est ça, quand je parle aussi de ce que le cinéma peut apporter aujourd'hui, comment il... Donc à ce niveau-là, moi je ne sais pas du tout, c'est ta pratique qui dira comment toi tu pourras faire avec l'IA. Mais moi je ne peux pas dire ça. Enfin, bon là, juste pour finir sur ça, c'est considérer l'IA comme une technique, et voir ce qu'on peut faire avec, quoi, pour... Mais bon, mais je pense que c'est tellement puissant, et parce que c'est le capital, que ils ont tellement d'avance sur nous que voilà, on fait quoi. Mais le problème, c'est aussi quand on parle de cinéma, ça se voit où? C'est la question de parce que avant on allait au cinéma. Au cinéma, dans des salles qui étaient des lieux d'amitié absolue, des lieux de transgression, de rencontre, des lieux physiques, réels, où il y avait des films, quoi. Et c'était pas l'argent. C'était pas l'aéroport, quoi. Il y a des MK2, je sais pas, quai de Seine, machin, t'y vas, t'as l'impression que t'es à Roissy. Il faut montrer ce passeport, etc. Oui, on vérifie quand t'es des cartes d'identité, tout ça. Oui, mais je disais que tout est compliqué, alors qu'avant, c'était... Moi, j'ai toujours une anecdote que j'adore raconter, c'est que quand Elisabeth et moi, on voulait aller voir Le futur est femme de Ferreri. Ouais. Et quand elle est arrivée au métro Odéon, il y avait une... Pourtant, ça remonte, ça. Ça remonte, mais attends, mais c'est quand même... pour moi, c'est ça, la salle de cinéma, quoi. Mais c'est pas nostalgique, c'est juste... c'est l'avenir. Il y a un orage terrible. On arrive à Odéon, le temps qu'on arrive à la salle, Elisabeth est trempée. Et comme elle est très directe, elle va, on s'installe dans la salle, elle est mouillée, elle va dans les toilettes, elle enlève ses vêtements, elle revient juste avec son manteau et en soutien-gorge, et elle s'assoit pour le film, et elle met son linge sur le siège, tu vois, et on regarde Le futur est femme. C'est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire, c'est une expérience réelle, quoi. C'est pas un truc numérique au sens... c'est pas un truc qui disparaît, quoi. C'est un truc, je me souviens encore. C'est une expérience de telle sorte à ce que tu puisses nous la raconter aujourd'hui. Déjà, et que la question quand on dit où on va voir les films, c'est où? Parce que nous, maintenant, on regarde beaucoup chez nous, parce qu'on habite Fécamp, on regarde en DVD parce qu'on peut regarder comme on veut et on projette sur le mur, quoi. Et on est super content de voir absolument ce qu'on veut quand on veut, comme ça, avec des moyens très, très basiques, comme tout le monde peut avoir. Enfin, ouais, c'est pas cher, quoi. C'est pas un système home cinéma, machin, c'est juste un projecteur, deux haut-parleurs, un mur blanc, et on regarde des films et on les voit vraiment très fort, quoi. Alors qu'aller dans une salle de cinéma,
c'est devenu une torture, quoi, Ouais, parce que on s'en il y a est rendu tout ce truc, il y a la critique, il y a les machins, t'as l'impression que t'es mis dans un... Mais dernièrement, Alors du coup, quand avait- on dit où on voit les films, rencontrer le cinéma, ça se rencontre où ça se rencontre où? Dans des textes, dans la philosophie, dans la peinture, dans l'histoire du cinéma, Mais pas dans les salles, du coup. Enfin, mais la salle a disparu complètement, pas du tout parce que comment dire, parce que c'est cool de voir les films sur internet, etc. C'est juste parce que c'est devenu trop obscène, quoi. Il y a quelque chose d'obscène dans la salle de cinéma telle qu'elle existe, et le chiffre et le nombre. Et quand on entend cette année à longueur d'onde de radio Encore. que c'est une année extraordinaire pour le cinéma français, et que du coup on voit les chiffres des 3-4 films que je vais pas citer parce que je sais même pas, enfin il y en a peut-être que je sais pas ce que c'est, j'en connais 2-3, quoi. Si c'est ça une année extraordinaire pour le cinéma, c'est quoi? C'est une année extraordinaire sur le cinéma, c'est une année où il y a beaucoup de films incroyables. C'est pas une année où il y a un film qui fait 3 millions d'entrées en 3 semaines, qui s'appelle L'amour ouf, je crois, c'est ça, c'est ces trucs-là. C'est pas ça. C'est qu'il y ait 300 films qui font plein d'entrées parce que les gens ont besoin du cinéma, tu vois, et pas juste... Enfin, les entrées, c'est C'est les sorties qui nous intéressent. C'est pas Oui, les- Ouais, c'est sorties. d'ailleurs, c'est ça, c'est quand même... Commençons par la sortie. On dit ça, le c'est très film... moderne, d'ailleurs. Oui, le film, Bon. dès qu'il est fini, il sort, quoi. en Bon, gros. alors, et donc ce que tu dis montre bien, tu sais, quand je disais ma façon philosophique, quelles sont les nouvelles fonctions du cinéma, au fond, ce que tu dis, c'est que toutes les conditions sont réunies pour que ces nouvelles fonctions soient opérationnelles, puisque le cinéma est en dehors du cinéma. Le cinéma est expulsé du cinéma. Alors, et comme tu dis, C'est le paria du cinéma, le cinéma. il ne s'agit pas d'être nostalgique, il s'agit en fait de prendre acte de cette difficulté, de cette impossibilité, de cette, comment dit-on, forclusion à certains endroits, et puis de faire ce qu'on va faire tout le temps, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire ce soir finalement, c'est de faire circuler le cinéma, voilà, via lundi matin, via des discussions, en dehors, non, si, c'est bien ça, j'ai dit une bêtise, non, c'est... Non, pas du tout. Et, L'IA, je me suis repris. Ah oui, il a dit via ou via- l'IA. ok, bon bah, C'est ça, à je quel suis- point Mais c'est ça, l'impérialisme de l'IA est très fort. hein. être parlé, nous sommes très vigilant, Oui, très non, c'est vigilant. logique, nous sommes parlés, Ouais, donc je suis ouais. parlé par l'IA également. Ouais. Donc on fait Ça ça. s'appelle l'inconscient, d'ailleurs. Ça s'appelle l'inconscient. Voilà. C'est pas refabriquer des salles comme avant, c'est autre Non. chose. Trouver complètement. d'autres. Ouais. C'est-à-dire que le cinéma est devenu il se délocalise complètement. Bon, voilà. Et c'est le paradoxe, ça, en fait, bah, c'est ce que disait aussi Godard, d'une certaine manière, c'est le cinéma gagné, il est partout, et le cinéma perdu, parce qu'à l'endroit où il aurait dû être, tu parlais d'écran, il n'a pas été là, quoi. Et le cinéma est probablement ailleurs que dans les salles de cinéma. Mais je repense aussi, on a eu la chance de participer à la projection de Nous disons Révolution, un film auquel on tient beaucoup avec Alexia, parce qu'on sent aussi qu'il y a une grande proximité avec un travail que tu as mené ces dernières années dans un livre qui s'appelle L'Ange Noir de l'Histoire, à propos de l'afrofuturisme. Et on a vu, nous, quand on a découvert Nous disons Révolution, enfin, voilà, là aussi, encore une fois, une autre affinité très profonde qu'on pourrait creuser ensemble entre ce film, Nous disons Révolution, et ce livre. Et ce film a été projeté, et on a senti qu'on était un peu trop, qu'il fallait pas non plus trop pousser, qu'il fallait partir vite, qu'il fallait pas non plus trop prendre de temps pour parler, enfin... on nous avait fait presque une faveur. Voilà, on avait été très gentil avec nous, c'était quasiment humanitaire en fait. Bon, voilà. Et effectivement, je comprends la douleur, enfin, pour un cinéaste de se dire voilà, la salle de cinéma qui devrait être mon lieu, la salle de cinéma grâce à laquelle j'ai constitué ma cinéphilie. Enfin, je veux dire, c'est pas rien la salle de cinéma. Et tout d'un coup, ça devient plus tout à fait un lieu hospitalier, alors même que le cinéma de Nicolas et d'Elisabeth, c'est un lieu c'est un cinéma qui est constitué d'hospitalité. Enfin, je veux dire qu'il la voit vraiment à des endroits où on a l'impression que l'hospitalité n'y est pas, et en fait, elle est là, elle est très très forte. Évidemment, elle est très très éloignée des institutions qui sont censées la vérifier. Du coup, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur cette question, voilà, de ce qui nous arrive en fait finalement aujourd'hui par rapport à l'IA, ce que l'IA fait au cinéma, parce qu'en fait c'est ça le truc, c'est que l'IA, mais comme la pointe très forte d'un vaste massif qui s'appelle voilà une reconfiguration du capitalisme aujourd'hui, voilà très très fort, aujourd'hui défait le cinéma à un point tel que là où il y a du cinéma, c'est quand il y a des désirs de sécession. Je reprends un terme qui a été aussi très opératoire pour vous quand vous avez fait votre c'est-à-dire de partir, de faire un mouvement de déviation. Ce clinamen dont Frédéric aussi tu as parlé dans un ouvrage tout à fait spécifique en repartant du concept de Lucrèce.
qui a à voir aussi avec notre existence. Elle est faite que de déviations. Elle est faite que de dérivations. Elle est faite de collisions, de rencontres. Voilà, c'est un plan incliné. Un plan de cinéma, est-ce que c'est pas ça d'ailleurs? Un plan de cinéma, c'est un plan légèrement incliné qui documente la collision que vous, par exemple, vous avez eue avec Ouessant, ou que vous avez eue avec la jungle de Calais, ou que vous avez eue avec ce qui arrivait, quoi. Avec ce feu qui vient du futur et qui embrase le Fécamp au moment de la crise du coronavirus. Vos plans sont légèrement inclinés, et les plans de cinéma sont légèrement inclinés de telle manière à ce qu'on voit cette collision opérer. C'est très beau ça. Et enfin, en tout cas, nous, quand on voit les films, il y a un film très important pour nous qu'on a vu, qu'on a découvert l'année dernière, qui s'appelle Géologie de la séparation. Un couple, Yosser Gasmi, elle est d'origine tunisienne, Mauro Mazzocchi, il est italien. Ils font des films. Ils ont fait ce film-là qui s'appelle Géologie des séparations. Leur grande idée, c'est de se dire quand on fait amitié, c'est pas on filme, on documente et tout ça, on fait amitié, on se déplace très fort, on reste avec quelqu'un quoi, pendant longtemps, qui vient d'un pays subsaharien, le Mali, le Cameroun, et qui arrive en Italie, et qu'on le suit, et on l'observe en marchant. Si on regarde bien et si on prend le temps, ce qu'on voit, c'est Pangée. C'est-à-dire ce fameux mythe au nom duquel le monde n'aurait été qu'un seul continent qui se serait divisé ensuite. Regardez bien ce prolétaire nomade, quand il marche, il reconstitue cette séparation inaugurale. Vous voyez les continents s'écarter simplement parce qu'il marche, et quand il marche dans Paris, vous voyez les continents s'écarter. C'est ça qui constitue sa marche. C'est un geste extraordinaire de cinéma. C'est ça qu'on attend du cinéma, et on retrouve cette force géologique, terrienne, terrestre, et même d'une certaine manière, enfin, et extraterrestre. Enfin, je réfère, c'est à cet endroit-là qu'on veut que le cinéma soit, qu'on a le désir que le cinéma y soit. Et quand on fait un film qui s'appelle Cosmocide, qu'on est à Fécamp et qu'on voit un orage qui vient, c'est déjà Gaza dans Cosmocide. Ce feu qui arrive, que vous voyez là, à l'endroit où vous êtes c'est déjà Gaza. Bon, il faut s'être déplacé très loin, très fort, mais aussi simplement aussi à l'endroit où on est, et avec aussi une économie tout à fait particulière, qui est une économie restreinte, enfin qui est une certaine forme de pauvreté, enfin volontaire. C'est pas, c'est faire de nécessité vertu, quoi. C'est très stoïcien. On part de là où parce qu'on si on peut le faire. Je veux dire, c'est ça aussi qui est très très fort, parce que le cinéma se réinvente à un endroit qui semble tout petit, mais qui touche au cosmos. Parce que le monde est grand. Mais oui, le monde est plus grand que vous. Le monde est très grand, c'est pas l'argent qui est grand, c'est le monde qui est grand. Donc à partir du moment où on travaille sur un cadre, il y a quelque chose du monde qui arrive, et c'est grand. Il faut pas mais c'est quand c'est pauvre que le monde est immense. Quand c'est riche, le monde est tout petit. C'est qu'il y a un truc avec cette histoire du cinéma pauvre qui est un peu compliqué. Je me souviens, les Cahiers du cinéma avaient à un moment donné... Les Cahiers du cinéma, tu parles de la revue qui a cessé de publier dans les années 70. La revue le zombie. Faut pas rire, hein. C'est sérieux. C'est un deuil infini pour nous. La cinéphilie zombie. La cinéphilie zombie, comme le catholicisme. Voilà, c'est ça. Parler du cinéma pauvre, quoi, de manière un peu péjorative, quoi, en disant c'est pas parce que le cinéma est pauvre qu'il est bien, etc. Et que du coup c'est devenu je me souviens plus exactement les films, mais par exemple ils allaient dire Lynch c'est pas pauvre et Lynch c'est génial, et ce qui est vrai, Lynch c'est génial parce qu'il est dans le cauchemar absolu de Hollywood. Et le cauchemar de Hollywood, c'est le cauchemar des États-Unis. Et c'est le nôtre en plus. Oui, parce que je veux dire que là je crois qu'il a dû quitter sa maison là parce qu'elle a brûlé. Elle a brûlé. Il n'a pas été de la filmer brûlée pendant 30 ans, et maintenant elle brûle en vrai. Donc c'est pour dire qu'il a documenté l'avenir. Ces images, c'est le monde est grand. Le monde est énorme et il se passe des choses. Mais c'est cosmique. Sans arrêt, quoi. Donc la question de placer la caméra quelque part. Voilà. Sauf que Lynch, j'ai remarqué, ça fait 15 ans qu'il fait plus de cinéma. Il fait de la télé, il fait un autre truc. Il a fait des chansons, il fait des films expérimentaux, quoi. Le dernier film, c'est intéressant. Expérimental de 16 ou 17 heures, quoi. Oui, Twin Peaks, oui, la dernière saison de Twin Peaks. Donc c'est... En tout cas, bon, voilà. Mais en tout cas, ça n'empêche que quand il a fait...
Inland Empire, quoi. Il a fait avec une caméra vidéo. Ah oui. Et, bon, peu importe. En tout cas, c'est un des grands inventeurs, quoi. C'est certain. Et que c'est pas. Donc la pauvreté, bon, oui, bien sûr, mais bon, le monde est grand. Oui, voilà, c'est ça. D'une certaine manière, c'est la première exigence, c'est de se dire que ce qu'on voit par l'entremise des films du monde est plus grand que ce que le film nous en montre. C'est-à-dire, on sait qu'il y a un dehors. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un hors l'image. Alors, je reprends aussi là, une terminologie conceptuelle qui t'appartient. Enfin, il y a quelque chose qui appartient au dehors. Quand on voit des films, on n'y a pas de dehors. Okay. Je veux dire, on est content, c'est très bien, et on est rassuré culturellement de ce qu'on voit. Avançons, on l'a déjà dit, avançons. Allez, oui, mais il faut le redire, parce que ça a été insuffisamment dit. Mais alors du coup, je reviens sur Frédéric. l'affinité. Alors, on a besoin de la philo, là. L'autre amitié, l'amitié philosophique et cinématographique entre, par exemple, un livre qui s'appelle L'Ange Noir de l'Histoire et Nous disons Révolution. Voilà, là, il y a, pour nous, on a vu tout d'un coup une espèce de synchronie, mais heureuse, pas au sens d'une synchronisation industrialisée et évidemment très très orientée, mais au contraire d'une rencontre très très forte. Dans Nous disons Révolution, on voit à quel point un très grand déplacement, c'est-à-dire le Congo, Kinshasa, Barcelone et puis Sao Paulo, une espèce de triangle, qui inverse le triangle qui caractérise la traite atlantique. C'est un immense déplacement, je veux dire, à partir d'une fosse énorme qui s'appelle l'esclavage et qui traverse d'un coup l'existence d'un couple de cinéastes qui habitent à Fécamp. Et puis de l'autre côté, il y a un livre qui s'appelle L'Ange Noir de l'Histoire qui dit tiens, on va reprendre la grande allégorie que propose Benjamin dans Les Tests sur l'Histoire, de l'Ange Noir de l'Histoire qui voit s'accumuler depuis le paradis des monceaux de ruines du progrès, voilà, emportés par la tempête du progrès, qui ne voit que ça et il est emporté vers l'avenir, et de se dire en fait cet ange-là, est noir finalement. Il a à voir avec la grande traversée du milieu, c'est-à-dire l'océan Atlantique, la mort, cette grande catastrophe dont nous sommes tous issus, qu'il a sa versant noir, et ça permet aussi, en relisant comme ça à nouveau frais Benjamin, de voir le lien avec Sonra, par exemple, avec ce qu'on appelle plus généralement depuis les années 90 l'afrofuturisme, c'est-à-dire de repenser d'une autre façon la science-fiction, se dire qu'en fait, quand on regarde l'espace, en fait, le blanc est minoritaire et que le noir est majoritaire, que les pyramides qui hantent ce grand courant esthétique, Janelle Monáe, Herbie Hancock, Frankie Ocean, enfin on pourrait citer comme ça beaucoup d'auteurs, Audre Lorde, Alexis Pauline Gums, enfin je veux dire, c'est incroyable, c'est un renversement ou c'est un grand déplacement de la science-fiction. Se dire, oui, en fait, y a un groupe de gens qui ont vécu ça. C'est les esclaves de la traite négrière. Ça a été la plus grande science-fiction. Je veux dire, ils ont été arrachés, envoyés dans un autre monde, littéralement. Et qu'il faut repartir de là. Qu'il faut repartir d'une certaine de notre rapport à l'histoire, par rapport justement à la manière dont Walter Benjamin de son côté part de l'ange de l'histoire et que de l'autre, l'afrofuturisme d'une certaine manière relance la science-fiction à un autre endroit. Et on voit Nous disons Révolution, on entend Sonra, donc voilà, ce grand jazzman qui est une espèce de prophète aussi de l'afrofuturisme, et la rencontre se fait et projette aussi d'une certaine manière des possibilités d'avenir, à partir d'un trou béant qui est la traite négrière, la traite atlantique, ce grand trou noir, on parlait du trou et des reprises tout à l'heure, ce grand trou noir qui est constitutif de la modernité. C'est ce que disait aussi Achille Mbembe, le nègre, c'est les subsides raciaux du capital. Enfin, je veux dire, la levée originelle du capital, c'est la race. C'est pas l'ouvrier blanc de la fabrique. C'est d'abord la race plusieurs siècles auparavant. Et ça nous redonne le monde. Et le monde, c'est-à-dire le cosmos. Et ça, à un moment donné, vous avez eu la possibilité, le bonheur aussi, entre le Congo, Barcelone et Sao Paulo, d'être travaillé par ça, qui vous déplace à un endroit qui est très rare. Et puis, en philosophie, c'est la même chose. C'est-à-dire, on ne va pas simplement revenir sur l'allégorie de l'ange de l'histoire de Benjamin, c'est de voir quel est le rapport que cette allégorie-là entretient avec ce qu'on appelle l'afrofuturisme, et qui est très souvent dégradé quand ça devient des blockbusters, avec des super-héros noirs et tout ça, quoi. Et tout d'un coup, il y a un truc qui se passe, et ça, c'est en 2020, à peu près, quoi. C'est juste avant la crise sanitaire, je crois, hein, la sortie du livre et la sortie du film, c'est à peu près à ce moment-là, quoi.
je ne sais pas comment enchaîner du tout, parce que ce que tu as dit se tient est très bien dit, donc je sais pas, Qu'est-ce qui oui. a motivé c'est quoi le désir de ce livre? Comment c'est arrivé? Sinon, on peut faire un peu de généalogie, du coup. Juste pour oui, ça, mais, et après pour le film. mais je voudrais pas perdre le lien avec ce qu'on essaie de dire aussi, tu vois. J'aimerais bien qu'on puisse. Donc je sais pas comment. Je pourrais parler de ça, mais ça me semblerait pas rattaché forcément à. Je vais le redire autrement. Tu vois, je sais pas comment. Par exemple, dans ce livre, dans l'Ange noir de l'histoire, tu fais une critique de l'Anthropocène. D'ailleurs, dont il a été plusieurs fois question dans des émissions de lundi matin. Donc l'Anthropocène, on se dit que c'est un concept intéressant parce que c'est le concept qui nous permet de comprendre aujourd'hui que ce qu'on appelle le changement climatique, la sixième extinction, tout ça, a des déterminations humaines, qu'on peut dater 16e, 17e siècle. Et puis toi tu dis, et tu n'es pas le seul à dire, que c'est pas suffisant de dire Anthropocène, ça, c'est l'homme, c'est quoi cet homme? C'est quoi cet homme dont les activités font qu'aujourd'hui notre monde devient asphyxiant et invivable? Alors, il y a eu d'autres propositions qui ont été faites. Il y a le texte de Donna Haraway que tu as traduit en français. Il y a Capitalocène. Non, précise. On est précis. On se dit c'est le sujet capitaliste qui produit ces déterminations absolument dévastatrices sur le plan environnemental ou écologique. Plantatiocène. Et puis, on peut aussi opposer des termes à cela. Il y a le terme de Cthulhucène que propose Donna Haraway, un autre Cthulhu que le Cthulhu absolument effrayant du monde de Lovecraft. Ou Aliénocène. Ça, c'est un concept que vraiment que tu inventes, que tu proposes, je pense que tu déplies avec la condition planétaire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'aliénocène? D'abord, tu dis Anthropocène, le problème, il y a 3 problèmes. Anthropocène, ça veut dire, 1, c'est l'homme qui est au centre de cette affaire. 2, c'est la Terre qui est au centre de cette affaire. C'est une espèce de géocentrisme d'un côté, un anthropocentrisme de l'autre. Et puis, 3e problème, c'est un leucocentrisme, c'est-à-dire que cet homme-là est blanc. Bon. Et quand on dit ça, on dit une partie de notre problème, mais on ne dit pas tout du problème. Quand on dit aliénocène, c'est qu'on part effectivement de l'expérience qui est devenue notre expérience à nous tous, qui est celle de la levée originelle du capital, qui est l'esclavage. Voilà. Qui fait que des êtres vivants, des êtres humains sont devenus les plus étrangers dans leur existence, dans leur rapport à la Terre. Ils ont été arrachés de là où ils vivaient, ont été projetés dans un monde qui était équivalent à la science-fiction. Incompréhensible. Incompréhensible. Bon. Aliénocène, ça nous rappelle justement à notre étrangeté à nous. C'est comme si on était l'espèce humaine la plus étrangère sur cette planète. Enfin, on n'y comprend tellement rien qu'on la saccage absolument, quoi. Se ressaisir comme étranger à l'égard de nous-mêmes, quoi. Et du coup, on lit ça, et on voit, nous disons, Révolution, et on voit ça. On le voit en le lisant et on le voit en regardant des images, quoi. C'est-à-dire de se dire, oui, effectivement, ce qui s'est joué entre l'Europe et l'Afrique, par exemple entre l'Espagne et le Congo, se rejoue tout d'un coup au Brésil, et puis on voit une samba, Sao Paulo, et il y a une espèce de coulée magmatique, enfin, qui ouvre, qui nous promet 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, où on vivra après la grande dévastation, après le grand incendie, quoi. Je veux dire, c'est ça qui est filmé par une enfant qui a le visage de Néfertiti quand on regarde le film, quoi. C'est ça, quoi, qui a été filmé. Dont l'avenir est en feu. Et il n'est pas simplement en feu parce qu'il y a Gaza, il est en feu aussi parce qu'on est vivant et qu'on brûle. Bon, donc l'expérience de l'esclavage, comme ça, qui bouleverse par exemple la lecture philosophique d'un texte important de celui de Walter Benjamin, ou l'expérience de l'esclavage qui vous fait vous déplacer de manière extraordinaire entre 3 continents d'une certaine manière, pour ressaisir comment le cinéma recommence à cet endroit-là. Ça nous semble des gestes qui nous permettent de nous sauver précisément des arraisonnements technologiques dont l'IA est un emblème aujourd'hui, quoi. Écoute, je vois quelque chose dans ce que tu dis là. J'essaie de faire mon propre raccord, tu sais, entre différentes choses dont on parle, et puis la question du cinéma, qui est la question même qui nous occupe, et puis des choses que j'ai pu peut-être travailler dans mon coin à d'autres occasions. Puisqu'on parlait du cosmocide, puisqu'on parlait, là, tu décrivais ce à quoi correspond, nous disons révolution. D'ailleurs, je me disais que dans le titre, le problème, c'est que si vous aviez juste dit nous disons, il n'y aurait eu aucun problème. Mais vous avez malencontreusement ajouté le mot révolution. Mais vous auriez dit nous disons, ça aurait été instagramique. Mais bon, c'était un mot de trop. Vous avez dit un mot de trop, en fait. Mais ce qui se joue de façon positive dans nous disons révolution, ou bien aussi en creux dans le cosmocide, le titre lui-même, c'est la question d'un certain monde. Bon.
Et comme vous savez, il y avait Deleuze a beaucoup écrit sur le cinéma, et sur le cinéma justement comme ce qui pourrait proposer une nouvelle croyance en fait au monde. Bon. Le problème, c'est que nous ne croyons plus. Voilà, et je me dis qu'aujourd'hui, finalement, ça serait plus notre question exactement. La question serait pas forcément d'avoir une croyance perdue, mais d'avoir peut-être une possibilité de pouvoir faire une autre expérience en fait du monde. Et pour faire une autre expérience du monde, c'est ça, par exemple, que la philosophie ou que le cinéma pourrait amener, c'est peut-être du mot monde lui-même dont il faudrait se méfier par rapport à sa généalogie, par rapport à ce qu'il a pu signifier. Peut-être qu'il nous faut d'autres signifiants pour d'autres expériences. Et le mot monde, c'est peut-être un terme trop culturel finalement. Le mot monde, il est trop humain, trop humain. Le mot monde est trop rattaché à une expérience de ce qui se révèle, de ce qui se voit, de ce qui se montre, de ce qui se dit. Et peut-être que le cinéma et la philosophie aujourd'hui sont à la recherche des plans qui sont certainement à la fois moins globaux que ce que le terme monde peut signifier, et à la fois plus grand, finalement, pour revenir sur des choses que tu disais également, Nicolas. Peut-être que finalement, ce sont des expériences du cosmos dont le cinéma pourrait aujourd'hui se rendre, enfin, pourrait aujourd'hui, créer. Mais quand j'ai expérience du cosmos, ça veut dire simplement de faire en sorte que le cinéma puisse montrer que notre espace de vie n'est jamais simplement un espace de surface. Nous sommes toujours pris par des forces souterraines et par des forces qui nous viennent en fait du dehors. Et je me dis que le cinéma finalement que j'attends, celui que je veux voir, et celui que je vois également, c'est celui que vous faites, toi Elisabeth, c'est un cinéma qui sans cesse joue sur des permutations entre des niveaux de réalité. C'est comme si finalement, c'est pas ce que vous montrez pour moi, c'est pas le monde. Ce que vous montrez, c'est que le cosmos a lieu sur la Terre, a lieu sur une île, a lieu sur une plage, a lieu dans un passage de soleil, a lieu dans un aveuglement, a lieu dans quelqu'un qui ramasse des fleurs. Voilà. Je pense que ça, c'est pas pour moi le monde, c'est précisément ce qui excède le monde, ce qui l'excède radicalement, et ce qui est aussi en deçà de la perception qu'on a du monde. Donc, un cinéma cosmologique, c'est pas un cinéma qui quitterait la Terre, c'est un cinéma qui au contraire est capable de pouvoir faire venir le cosmos dans la Terre. Et c'est ce que je vois dans votre cinéma. Oui, non, mais ça me parle beaucoup, ça ne m'étonne pas puisque ça te convient ou pas je lis ce que tu écris et que je lis tes mails et qu'on discute et que effectivement je trouve très, très bien cette idée qu'il n'y a rien de global. C'est pour ça que c'est compliqué de filmer des personnages. Parce que dans le cinéma, disons, un peu psychologique ou spectaculaire, en tout cas, c'est des formes finies, quoi. Des formes finies. Donc, comment ne pas filmer des personnages, comment filmer autre chose, quoi. Non, ça me parle beaucoup, mais ça remet en question tellement de choses dans la pratique même de ce que c'est que faire des films, la place de l'écriture, la place du texte, la place de... Ça paraît idiot, mais par exemple, quand on fait entrer des textes autrement dans un film que par la parole mise en scène, c'est passionnant, ça déplace tout de suite. Et ces textes-là, ça peut être des textes qui soit des choses qu'on a entendues, ou des choses improvisées, soit des textes écrits, mais qui sont travaillés autrement que délivrer quelque chose de global. Par exemple, le mot révolution dans ce que tu dis, c'est un texte de Paul Preciado qui s'appelle « Nous disons révolution ». Donc le titre est arrivé très vite et on s'est dit, comme le Centre Pompidou nous avait proposé de faire un film pour leur série « Où en êtes-vous » dans votre cinéma, la réponse était « Nous disons révolution » dans la manière de faire des films, quoi. Mais on s'est inspiré du texte de Paul Preciado et qu'on voulait entendre. Et donc là, par exemple, il y a un texte, un des textes qu'on entend est extrêmement cosmique. Je pourrais pas j'ai toujours la mémoire, moi je suis incapable de rapporter des textes, mais il élargit la notion du temps à un point absolument, et de l'existence à un point incroyable, tout en parlant des migrants,
tout en parlant de sa propre expérience de transition, et d'à partir de quand est arrivée l'idée que les hommes naissent et meurent, et qu'il y a des gens qui meurent et on le découvre que plusieurs siècles après, et que, enfin, donc une espèce c'est Einstein, quoi, mais dans des textes très, très concrets, très pareil, un peu avec ce style un peu qu'il a, un peu rock, quoi, qu'il peut avoir, qui est minéral, et donc voilà. Donc comment dire ces textes-là, c'est une question très concrète, quoi. Ou si on prenait un texte à toi, comment le dire? Pour Paul, on n'a pas. Moi, j'ai enregistré un jour comme ça, et puis j'ai déphasé. J'ai fait une chorale avec plusieurs enregistrements à moi, en mettant plus haut, plus bas, etc., comme s'il y avait 3 personnes, et en trafiquant un peu le son. Et du coup, le texte, on l'entend, et c'est des aliens qui parlent à l'intérieur du film, on ne sait pas d'où ils viennent, et qui parlent, parce qu'il y a le jeu qui est présent, mais c'est un jeu démultiplié, mais ce n'est pas des textes qu'on peut dire de manière... vous savez, que tu prends par exemple un film... il y a Adèle Haenel qui dit le texte de Retour à Reims. Ah oui, à partir de Didier Ribon. Oui, le texte est dit de manière tellement... Jean-Gabriel Perriot. Le texte est dit de manière tellement plate, comme ça, que... C'est une lecture. Hein? C'est une lecture. C'est une lecture, quoi. Donc tu te dis... Bon, t'écoutes pas. T'écoutes pas parce qu'il n'y a rien qui te... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, dans le déphasage, c'est comme si le texte partait très très loin dans le passé et il faut très, aller très loin dans l'avenir. Ouais, tu es pris comme Il y a ça. différentes temporalités. Ça te travaille dans le cerveau, quoi. C'est pas juste du sens, quoi. C'est aussi des sonorités. Et donc dire un texte, c'est pour ça que par exemple le travail des Straub est si passionnant à plein de moments. Enfin, c'est toujours passionnant parce que la question du texte est... Parce que c'est vraiment une très belle question, comment dire les choses dans un film. Donc dans Cosmocide, on ne trouvait pas c'est des extraits d'Achille Mbembe, mais on n'arrivait pas du tout. Alors au début, c'est dit à l'envers. Au début, c'est dit à l'envers, et donc il y a un carton qui dit ce qui est dit. Et puis après, c'est le même carton, mais c'est avec Moïse et Aaron. Un chant de Moïse et Aaron de Schoenberg. Donc on a l'impression que déjà à l'époque de Schoenberg, ce qu'il dit, c'est le texte d'Achille Mbembe sur les bombes. Il détaille un certain nombre de types de bombes aujourd'hui, quoi. Donc du coup, tu connectes Moïse et Aaron et puis la bombe, les bombes, les fragmentations et tous les types de blessures qu'il peuvent y avoir sur 3 cartons, comme au cinéma muet, mais tu entends une voix d'opéra, quoi, ou un chœur, quoi, donc tu fais il dit pas du tout ça, mais tu penses que c'est la traduction, donc il y a un écart, quoi, et c'est dans cet écart que quelque chose peut arriver, et on sait pas ce qui va arriver c'est pas quelque chose qui est prévu au départ avec un scénario où c'est écrit, c'est quelque chose qui se découvre au montage, parce que le montage est une écriture, quoi, comme c'est écrire, donc... Oui, parce que ça, c'est aussi une difficulté qu'à avoir un peu avec l'IA, quand même. C'est que pour faire un film aujourd'hui, il faut beaucoup écrire. Il faut énormément écrire. Il faut écrire ses intentions. Constamment, quoi. Et que ces intentions soient identifiables comme convertibles en argent, en flux d'argent. Est-ce que ces intentions-là, combien valent ces intentions? Elles valent tant d'argent, tant d'argent. Ça tue toute possibilité de regard, c'est-à-dire toute possibilité de rencontre, toute possibilité de recevoir un peu du réel, quoi. Alors que le cinéma, précisément, a à voir avec cette idée de se détacher de l'écriture et de sa convertibilité numérique, numéraire et marchande. Excusez-moi, parce que je me rappelle que les plans de Cosmocide avec Elisabeth qui cueille des fleurs, on t'avait envoyé... Et tu avais écrit un texte, tu avais enregistré, on t'avait demandé, et tu avais enregistré un texte super beau, quoi, sur Icare. Ah, je me souviens plus de ça. Tu te souviens plus de ça? Vaguement. En 3 jours, quoi, on dit tiens, hop, on t'envoie. Ouais. Parce que le rêve, c'est ça. Le rêve, c'est de filmer quelque chose, envoyer à un ami, lui demander d'enregistrer une voix, ce qu'il veut, nous le renvoyer. Et puis, donc on était pris dans des temporalités un peu compliquées, c'est devenu autre chose.
parce que Cosmocide est vraiment arrivé, parce que ça a commencé le tournage pendant le Covid. C'est là que toi, tu nous as envoyé ce texte sur Icare. On l'a continué sur une invitation de Lav Diaz, un cinéaste philippin, au moment où la Russie envahissait l'Ukraine. Et puis on l'a terminé avec Gaza. Donc en fait, le film est marqué par 3 événements historiques super puissants aujourd'hui. Et le film fait... Et la mer entièrement gorgée du sang de la Seconde Guerre mondiale et du débarquement de Normandie. Oui, parce que ce charnier-là, il vient de loin. Oui, bien sûr. C'est le film de... Alors, on voit non seulement Grémillon, il y a le film de Grémillon, le 6 juin 1954, mais on voit aussi des archives de GI comme ça, totalement désorientées, dont on voit par le biais d'ailleurs d'Artaud, une espèce de contresort d'Artaud, qu'en fait, que l'Amérique a projeté comme ça, a gaspillé sa semence. Après toute sa jeunesse, elle a comme ça littéralement salopé sur l'Europe, quoi, pour lui permettre ensuite de construire les linéaments de sa colonisation, ce dont parle Grémillon, parce que ça, il faut le redire quand même, parce que c'est un film d'un courage. Voilà Grémillon, un cinéaste. Ça a presque fusillé sa carrière. Je veux dire, voilà quelqu'un qui fait un film, je veux dire, quelque temps, enfin, au moment de la fin du débarquement en Normandie. Sur son travail, la mission qu'on lui demande d'accomplir, c'est de documenter ça, puis de dire que c'est bien. Mais évidemment que c'est bien qu'on fasse la niconazie. On est content de faire la niconazie. Mais ce qu'il raconte en même temps, c'est comment l'Amérique colonise l'Europe. En s'appuyant sur des chroniques anglaises d'il y a plusieurs siècles par le biais d'un professeur qui fait la leçon à les enfants. C'est incroyable d'avoir eu à la fois cette lucidité extrême et d'avoir eu le courage de le faire. Évidemment, ça a brisé en deux sa carrière, d'autant plus qu'il était communiste. Genre, ça l'a foutu en l'air, mais il a vu ça. Il a vu qu'il y avait 2 choses qui arrivaient en même temps. C'était bien, évidemment, d'en finir avec le nazisme, mais on voyait qu'il y avait un truc qui arrivait, et qui s'appelait effectivement l'Amérique, le colonialisme américain, le colonialisme culturel, dont on n'est pas sorti et qui pullule aujourd'hui absolument un peu partout, quoi. On peut faire une pause, mes chers amis? Non. Ok, d'accord, très bien. Très bien.